chose écrit là-dessus. On dirait une épitaphe. Qu'est-ce qui est écrit? Ils feront des cimetières leur cathédrale et des tombes leur cité. Nous sommes le 31 janvier 1985. La société de production italienne Titanus sort en salle Phenomena, le dernier film du maître de l'horreur Dario Argento. En tête d'affiche, on y retrouve la toute fraîche Jennifer Connelly, repérée grâce à son rôle dans Il était une fois en Amérique, dernier volet de la trilogie Il était une fois de Sergio Leone. Un autre grand nom du cinéma italien qui a donné ses lettres de noblesse au western spaghetti. Western spaghetti. C'est pas un peu péjoratif comme terme, ça? Voire limite raciste? Ouais, peut-être, mais bon, le principal intéressé s'en battait complètement les couilles, donc tout va bien. Les Américains sont beaucoup plus banals que ce qu'on pense. Quand on parlait des western spaghetti, ils parlaient des western à l'italienne. Bref, l'adolescente de 15 ans donne ici la réplique au talentueux Donald Pleasance, le docteur Loomis du Halloween de John Carpenter. Sans oublier le chimpanzé, qui a bien fait chier l'équipe pendant toute la durée du tournage. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une anecdote sympa à te raconter. Ce putain de singe qui avait pris en grippe la jeune actrice en herbe lui a bouffé un doigt dans la dernière scène du film. Mais bon, pas d'inquiétude, elle a récupéré son doigt. Donc voilà, tout va bien. C'est ça une anecdote sympa pour toi? Bah ouais, elle est pas morte. Bref, Dario Argento et son pote Franco Ferrini signent pour la première fois un scénario totalement en anglais, afin de faciliter son exploitation dans les pays anglophones. Une chose est sûre, c'est que Dario est fier de son film, et le considère comme l'un des meilleurs de sa filmographie. Alors imagine un peu la douche froide quand les premières critiques sont tombées. Bon, il faut reconnaître que son histoire d'adolescente qui suit des mouches pour retrouver un tueur en série sur des musiques métal peine à convaincre. Le mélange de giallo, une sorte de thriller à la sauce italienne. Thriller à la sauce italienne, t'es encore limite raciste. Putain, tu vois des racistes partout, toi. Thriller made in Italy, ça te va? Made in Italy, c'est trop anglophone. Thriller italien, c'est mieux. Putain, comment t'es relou, là? Le thriller italien mélangé au surnaturel donne un résultat assez chelou. Ajoute à ça un jeu d'acteur tellement médiocre qu'un journaliste du New York Times considère le chimpanzé comme le meilleur acteur de tout le film. Bon alors décharge, comment avoir l'air crédible avec des dialogues aussi cons? Tellement con que c'en est malaisant par moments. Ce bruit que vous entendez là, c'est le chant de l'accouplement. Vous l'excitez. Sentez-le. si, sentez-le. C'est une odeur un peu sucrée. Cette substance est sécrétée par une glande. Son rôle a pour but d'attirer la femelle. Vous excitez notre jeune ami et lui, il fait de son mieux pour vous solliciter. Quand je pense qu'on se connaît à peine. Mais surtout l'intrigue est souvent confuse, pour ne pas dire incompréhensible. Le film rentre malgré tout dans ses frais, mais motive Dario Argento à faire une petite pause en tant que réalisateur. Ouais, en gros il en a plein le cul. La réalisation de film ne l'intéresse plus pour l'instant, mais il ne tourne pas pour autant le dos au 7e art. Il veut simplement se concentrer sur l'écriture et bien sûr la production. Un de ses proches collaborateurs, Luigi Cozzi, qui assurait les scènes à effets spéciaux sur Phenomena, lui propose alors un scénario de science-fiction. Mais ça n'excite pas beaucoup le maître de l'horreur. Son domaine de prédilection, ça reste le cinéma d'horreur. Ta façon de répéter horreur deux fois, je trouve que ça fait nul à chier. Je t'emmerde. Bref, il se tourne alors vers le réalisateur Lamberto Bava, qui lui propose alors le scénario de Démon, le film dont on va parler aujourd'hui. Tu savais que Lamberto Bava, en plus d'être le fils du maître du macabre Mario Bava, a fait ses classes sous les ordres de Ruggero Deodato, le mec à l'origine de Cannibal Holocaust? Non, je l'ignorais, mais c'est bien. Donc, Lamberto Bava propose à Dario Argento son scénario écrit en collaboration avec Dardano Sacchetti, scénariste régulier de Lucio Fulci, un autre virtuose du cinéma de genre italien. L'histoire est à l'origine un huis clos qui se passe dans un cinéma possédé par une force maléfique dans lequel un groupe de jeunes gens tente de survivre tant bien que mal. Le cinéma les attaquant à travers les différents objets qui habitent les lieux, rendant ainsi réelles les atrocités perpétrées dans le film en cours de projection. Et je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Par contre, j'imagine que ça a bien plu à monsieur Dario Argento. Il faut reconnaître que c'est dans la même veine que Phenomena. Eh bien, pas tant que ça en fait. L'idée de base flirte avec son imagination, mais il rejette toute forme de branlette intellectuelle. Argento veut du gore,
Argento veut un bon gros film de bourrin. Il commence alors à remanier le scénario. Puis il appelle à la rescousse son ami Franco Ferrini, l'homme qui a coécrit avec lui Phénoména entre autres, pour l'aider à boucler l'histoire. Eh ben ça promet. De l'histoire originale de Dardano Sacchetti, le duo ne garde que le cinéma, le huis clos et les survivants. Tout le reste dégage. D'ailleurs, on sent bien l'influence que le Evil Dead de Sam Raimi a pu avoir sur Argento et Ferrini au moment de l'écriture. De fil en aiguille, leur vision du script ressemble de plus en plus à un remake de Zombie, de George Romero, dont Argento fut aussi le producteur 7 ans plus tôt. Il boucle le script en quelques semaines. Un script finalement écrit par 4 mecs. Dardano Sacchetti, Lamberto Bava, Dario Argento et Franco Ferrini, chacun ayant mis sa pierre à l'édifice pour un rendu surprenant de cohérence. Ah ouais, tu trouves? J'en pense pas un mot. Nous sommes en juin 1985. Le tournage du film commence à Berlin et se poursuit dans les studios INSIR de Paulis à Rome, avec un budget de 1 800 000 $. 9 semaines suffisent à mettre en boîte le film. Démon sort le 4 octobre 1985 en Italie et devient le 39e film le plus rentable de l'année devant Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. Du chauvinisme pur et simple. Tiens, la preuve, en France, Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone a battu Titanic de James Cameron. Mais bon alors, du coup, Démon, ça raconte quoi? Bon, déjà, Démon commence sur un générique beaucoup trop long. Bon, j'avoue que ça traîne en longueur. On découvre ensuite Kano de Mortal Kombat qui traque une jeune femme, Cheryl, ou Charelle en français, jouée par Natasha Ové. L'étrange bonhomme veut absolument lui offrir une invitation pour aller à l'avant-première d'un film. La crevarde accepte l'offre et lui en taxe même une deuxième pour sa pote Cathy. Est-ce que je peux en avoir une autre? C'est pour une amie. Et ouais, toi-même tu sais, c'est la crise. Un petit détail amusant en ce qui concerne Kano. Il s'agit de Michele Soavi, l'assistant réalisateur de Lamberto Bava pour ce film, mais aussi celui de Dario Argento sur Phénoména, dans lequel il tenait aussi un petit rôle. En 1989, il réalisera Sanctuaire, un film considéré par certains comme le 3e volet de Démon, ce que Soavi a toujours démenti. Information très utile, je t'en remercie. Donc je reprends. Cheryl et Cathy, interprétées par Paola Cozzo, se retrouvent et décident de sécher leur cours du soir pour se rendre au Métropole, le cinéma où est projeté le fameux film. Tu sais que tu me surprendras vraiment toujours, Charelle. T'as tes idées, j'ai de bonnes idées. Quelle idée de merde. Tiens, j'ai une petite anecdote en ce qui concerne le Métropole. Le bâtiment existe bien mais sous un autre nom, le Goya. Et ce n'est pas un cinéma mais un club qui a servi à plusieurs reprises à des conventions d'horreur. La réputation du film n'y est certainement pas pour rien. Dans le hall d'entrée du cinéma fraîchement restauré, on découvre un mannequin samouraï chevauchant une moto et brandissant un masque dans une main ainsi qu'un katana dans l'autre. Ces éléments de décoration auront une utilité plus tard dans l'histoire. On découvre aussi une grande partie des invités servis par un casting de rêve. Je plaisante. L'hôtesse d'accueil du Métropole, jouée par Nicoletta Elmi, qu'on croirait tout droit sorti d'un Mac Dorcel. Donc Nicoletta vérifie les passes sanitaires d'un couple de vieux cons, d'un couple de jeunes amoureux, dont la fille n'est autre que Fiore Argento, la fille de Dario, qui tenait elle aussi un petit rôle dans Phénoména. D'ailleurs, Daria Nicolotti, la femme de Dario, y tenait aussi un rôle. Oh, ben ça c'est une surprise! Elles sont aussi bonnes actrices que les toubibs de plateau télé. Ah, la famille, y a que ça de vrai. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Charles et Cathy se font accoster par George et Ken, deux jeunes mâles qui fouettent grave les années 80. Ils abordent les deux mignonnes à grands coups dans le distributeur à boissons. Ah ça, si c'est pas badass. En général, ça marche quand on appuie sur la bonne touche. Urbano Barberini, qui joue le rôle de George, a la même voix française que Marty McFly, Donnez-moi un Pepsi Régime. soit l'acteur Luc Hamet. Ken, quant à lui, est interprété par Carzini, dont je n'ai pas grand-chose à dire de spécial. On trouve aussi un vieil aveugle accompagné par sa fille. Mais c'est quoi le délire de mettre un aveugle dans ce film? Qu'est-ce qu'un mec qui voit que dalle va foutre au cinéma? Même si c'est gratos, c'est complètement con. Ouais, mais bon, il a un sixième sens. Lise. Lise, Oui, Werner. ne touche pas à ça. Mais qui ne sert à rien dans le film. Absolument à rien. Pour moi, il est juste là pour emmerder sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé, Lise? Et elles n'ont pas peur? Lise. Oui. Est-ce que tu as peur? Lise. Mais où es-tu, Lise? Lise. Lise, où es-tu? Il m'appelle.
vaut mieux que j'y retourne. Et donc pour finir, on assiste à un truc anodin qui sera pourtant un moment clé du film. Le moment où Rosemary, interprétée par Geretta, une habituée des films d'horreur, Elle a quand même été dirigée par Claudio Fragasso, le génie à l'origine de Troll 2, le meilleur pire film du monde. C'est pas une putain de bonne référence, ça? Donc Rosemary se coupe la tronche en faisant l'idiote avec le masque d'exposition. Ça fait rire sa copine Carmen, mais ça gonfle grave leur proxénète, sorte de Tony Montana Black Friday, qui s'appelle d'ailleurs Tony, outrageusement incarné par Bobby Rhodes. Il jouera aussi dans Démon 2 l'année suivante, mais cette fois dans le rôle d'un prof de fitness. Allez, continue chérie, sinon t'auras rien dans les jambes. Sa voix française est celle de Mario Santini, qui a aussi prêté sa voix à Beetlejuice. J'ai l'impression que tout est redevenu normal dans cette baraque. Donc le film dans le film commence. Le sommeil de la raison donne naissance au monde. Ça ressemble à un banal film d'horreur dans lequel un groupe de jeunes qui font des blagues de merde Nostradamus, c'est qui, un chanteur de rock? Oui, il était au hit parade dans les années 1500. Il y avait des groupes de rock à l'époque? profane une tombe dans laquelle se trouve un masque, le même que dans le hall du Métropole. Et un livre écrit par Nostradamus. C'est écrit par Nostradamus. Rien que ça. Le plus con de la bande, Jerry fait le guignol avec le masque et se coupe la tronche, comme Rosemary tout à l'heure. D'ailleurs, le con en question, c'est Cano, le VRP de la gare. C'est écrit ici, celui qui porte ce masque se transforme et il devient l'instrument du mal. Son pote l'engueule et c'est à ce moment que la plaie de Rosemary saigne à nouveau. Oh, C'est rien. oh c'est chiant. Qu'est-ce qui se On va passe? voir ça? Ça recommence à saigner. Elle part alors aux commodités pour se soigner. Et là... Ah, c'est crade, on croit une vieille éjac faciale. Dans la gueule, quoi, tu vois. C'est pas exclu que lors de la bifle de présentation, il y a un principe d'éjaculation directement. Je t'attends dans les cheveux, tu vois. Non, non, ne fais pas ça. Je ferais peut-être bien d'aller voir si elle veut que je l'aide. Oyez, sa papaya! Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Devenue un démon, un instrument du mal, Rosemary attaque sa copine Carmen qui était pourtant venue pour l'aider. Tout ça en même temps que se joue l'intrigue du film dans le film. C'est génial, c'est super bien foutu. Les deux folles courent dans les voilages, l'une pour échapper à l'autre. Tout ça en même temps que se joue l'intrigue du film dans le film. C'est génial. Mais on dirait des vrais cris. Mais non, c'est le Dolby. Mais je te dis qu'il y a quelque chose de pas normal. Le mec trouve une solution rationnelle à tout. Carmen arrache la toile et traverse le film. Le public est perplexe. S'ensuit la scène la plus impressionnante du film, la transformation en démon. Et là, on peut saluer le travail de Sergio Stivaletti, le responsable des effets spéciaux. Il a d'ailleurs prouvé quelques mois plus tôt sur Phenomena qu'il maîtrisait l'animatronique. C'est l'as dans la manche de Lamberto Bava. Car il faut avouer qu'il a fait un boulot formidable. Il est d'ailleurs considéré par ses pairs comme l'un des plus grands spécialistes européens dans le domaine des effets spéciaux. Dis, tu peux arrêter de lui sucer la teub là, ça me met grave mal à l'aise. Pauvre con, je lui suce pas la teub, je souligne simplement son talent. Oui, tu lui suces la teub. Le film, ça se passe comme dans le film. C'est toi pourri qui va crever! Bref, à partir de là, tout part en vrille. Il n'y a plus aucune place à la subtilité. C'est gore, c'est gore et c'est gore. On assiste à une première vague de massacres, gorge arrachée, face écrasée, yeux crevés. Mais c'est quoi cet acharnement sur ce pauvre vieux? Putain, crever les yeux d'un aveugle, c'est quand même plus qu'une blague ironique. Je sais pas, ça pousse à l'empathie. Alors la preuve, ça marche sur toi. La panique monte. Tout le monde se rue vers les portes de sortie. Tout ça sur fond de musique métal. Moi perso, les musiques m'ont sorti du film à chaque fois, comme sur Phenomena. Et pour les deux films, c'est Claudio Simonetti qui signe les partitions. Et je trouve que c'est dégueulasse. Et là, derrière les portes, des murs. Et derrière les murs, la liberté. Mais bon, il y a des murs. Mais qui a pu bâtir ces putains de murs aussi rapidement? Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel pourra compter sur le soutien de toute la Franche-Comté. Ah, sacré Marc-Emmanuel, toujours prêt à rendre service. En tout cas, quand plus tard dans le film on aperçoit la façade du Métropole, on peut voir des lumières derrière les vitres. Ce qui veut dire que les survivants auraient pu s'enfuir par les fenêtres. C'est ballot. Cassez tout! Il faut tout casser!
Tony prend les choses en main dans un premier temps en encourageant les autres survivants à vandaliser les lieux. Quand Tony dit que c'est le film qui est responsable de tout, ce n'est pas le film. C'est cette salle, c'est ce cinéma qui tue. le vieil aveugle lui va plus loin en affirmant que c'est carrément le cinéma. Certainement un des derniers vestiges du script original, et c'est là tout le problème du film. Les idées des 4 scénaristes cohabitent, et du coup, ça perd en cohérence. Une deuxième vague de massacres s'ouvre alors avec la mort de Tony. Tu crois que tu vas me baiser? Faudrait toute une armée pour m'enculer! Putain, le personnage le plus badass du film meurt, et c'est cette chiffre moque de Ken qui prend la chefferie. C'est complètement con. Allez, plus vite! Si quelqu'un essaie de monter, poussez-le! Essayez de taper sur les murs! Peut-être que la cavalerie nous entendra et viendra nous sauver. Espérons. Qu'est-ce que c'est? Ils arrivent! Ce qui est drôle, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le côté rationnel et rassurant de Ken. Après tout ce qui vient de se passer, il arrive encore à minimiser. Non, c'est rien. Ce sont les fauteuils qui grincent un peu. Moi perso, je ne laisserai aucune place au moindre petit doute. D'ailleurs, le petit bruit que Cathy a entendu, c'est le vieil aveugle qui rampait sous les barricades pour s'échapper. Résultat des courses, il parvient à sortir du cinéma et attaque 2 flics. 2 flics qui étaient à la poursuite d'une bande de punks qui, eux, se sont cachés dans le cinéma grâce à une porte qui s'est ouverte comme par magie. D'ailleurs, c'est encore une nouvelle fois une preuve qu'il y a moyen de sortir. Je ne te félicite pas, Ken, tu es nul à chier. Crois qu'ils en veulent un autre coup? Merde, j'en sais rien moi, t'as qu'à leur demander. Les punks se font quand même très vite encercler par les démons. Et du coup se font rapidement contaminer. Alors on suit ces punks de façon sporadique depuis à peu près la moitié du film. On les voit sniffer de la coke cachée dans une canette de boisson américaine du même nom. On les voit nous donner un avant-goût de 50 nuances degrés. Est-ce qu'il t'a touché les tétons? Faire la nique à la police. On s'attend à ce qu'ils défouraillent du démon. Eh ben non. Ils sont juste là pour offrir une porte de sortie à l'aveugle pour qu'ils puissent répandre l'épidémie dans les rues de Berlin. Comme ça, tranquille. Si ça, c'est pas une putain de facilité scénaristique. Au fait, tu sais que Lino Salem, qui joue le chef des punks, joue aussi le gardien d'immeuble dans Démon 2. Comme ça, bande de voyous, c'est un immeuble respectable. Non, je savais pas. Eh ben maintenant, tu le sais. Super, j'irai coucher moins con ce soir. Bref, on se tourne maintenant vers les jeunes amoureux, qui se sont éloignés du reste du groupe. La preuve que les jeunes tourtereaux ont un cerveau. Ils trouvent une issue dans les conduits d'aération. Le suspense de cette scène est plutôt bien géré. Le mec, suivi par Fiore Argento, entend des bruits contre les cloisons. T'as entendu? On dirait que quelqu'un gratte ses ongles sur la paroi. Derrière toi. Vite, dépêche-toi. En bon gentleman, il fait donc passer sa chérie devant. Passe devant moi. C'est pour nous. C'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Donc, on retourne auprès de notre groupe de survivants qui, au premier bruit derrière les barricades, s'imaginent que les secours sont enfin arrivés pour les sauver. T'as raison. Les secours arrivent. On est sauvés. Et dans un élan d'hystérie, ils détruisent leurs barricades, leur seul et unique moyen de protection. Du coup, ce qui devait arriver arriva. Le démon Tony lance une 3e vague de massacres. Tu veux la guerre? On va te la faire, ok? Charel, George, Ken et Cathy, un peu moins cons que la moyenne, parviennent à s'échapper. La dernière du peloton perd connaissance. Du coup, Ken est obligé de la tirer. George! Par le bras, on s'entend bien. Hein. Aide-moi! Elle est évanouie! Cathy reprend ses esprits en mode amnésique. La tension monte d'un cran. Qui êtes-vous? Putain, Cathy est aussi un démon. D'ailleurs, on comprend pas trop le mode de contamination. Certains se font griffer, d'autres se font vomir dessus, on nous explique jamais. Une chose est sûre, ils ne respectent pas les gestes barrières. Ouais, c'est un problème récurrent dans le film. Enfin bref. Ken met un coup de grille sur la tronche de Cathy, qui, sous le choc, se prépare à une bonne petite levrette à l'ancienne. Et là, sans savoir pourquoi, un gobelin dégueulasse jaillit de son dos.
C'est tout simplement parce que ton copain Sergio Stivaletti voulait inclure sa petite création. Ça a un peu vieilli, mais à l'époque, ça avait déjà l'air vieux. Mais c'est pas mon copain, merde. Bon, revenons au film. Le gobelin dégueulasse griffe le torse d'anorexique de Ken. Ken va-t-il survivre à l'enfer? Survivant de l'enfer. Ken déprime et partage ses derniers instants de complicité avec son copain George. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Allez, vas-y! Tue-moi! George, je t'en supplie! George est en mode Christophe Lambert. Charelle se retrouve seule et encerclée par une horde de démons. Elle est aux abois, comme toutes les femmes dans les films d'horreur des années 80. Elle attend d'être sauvée par le prince charmant. Et c'est qui le prince charmant? Eh ben c'est la chiffre-molle de George qui surgit sur la moto d'Expo pour venir à sa rescousse. Une quatrième vague de massacre commence, mais cette fois ce sont les démons qui vont morfler. Ouais, c'est la chialeuse de George qui d'un coup se trouve une paire de couilles pour tous les défoncer. Sauf Carmen, qu'on n'a pas revu depuis sa transformation, et Rosemary. Et l'hôtesse du métropole n'a pas de maquillage. Note au passage que George se fait blesser par un démon. D'ailleurs, on peut dire qu'on est vraiment pris dans cette ambiance survoltée. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, c'est horrible! Action qui s'arrêtera brutalement par la chute du faucon noir. Donc George tue les quelques démons restants avec les pales de l'hélico, sous le regard d'un observateur secret. Le plafond, c'est le seul moyen de sortir. George et Cathy sortent par le trou dans le toit grâce à un grappin. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Et là, Cano sort de nulle part et pousse George qui se rattrape in extremis. Charelle met alors hors service le méchant qui faisait joujou avec George. Ce dernier parvient à remonter sur le toit et avec Charelle transperce la tronche de Cano. Mais putain, c'est qui ce Cano? C'est qui ce mec? C'est le chef des démons? C'est la même personne que Jerry dans le film? On le voit apparaître dans différents reflets tout le long du film de manière épileptique. Pourquoi? À aucun moment on ne nous explique qui est ce mec. Là n'est pas le problème. Charelle et George découvrent que la ville est dévastée par la peste démoniaque. La pandémie va devenir mondiale. Il va falloir un président fort et déterminé pour gérer cette crise. Nous sommes en guerre. Bon, si c'est lui qui gère, on est tous morts, c'est clair. Bref, ils parviennent à fuir grâce à une famille de survivalistes qui les emmène à bord de leur jeep. Charles se gratte dans le cou et se transforme à son tour. Le gamin lui tire dessus. Et tous taillent la route comme Sarah Connor à la fin de Terminator. Et là, c'est fini. Encore une fois, il y a un truc qui me dérange. On ne voit à aucun moment Charelle se faire blesser ou vomir dessus, et pourtant elle se transforme. Par contre, on voit clairement George se faire attaquer à l'épaule et lui reste humain. Alors c'est quoi le délire? Il est immunisé ou vacciné? Je sais pas trop. Oui, j'avoue que c'est dérangeant toutes ces incohérences. Mais ça reste un divertissement de bonne facture. C'est complètement assumé. On sent bien l'influence de Dario Argento sur le travail de Lamberto Bava. On retrouve beaucoup de points communs avec le film Phénoména aussi, dans la structure narrative et dans le choix des musiques. Le succès du film encourage l'équipe à renouveler l'expérience en lançant la production d'une séquelle moins d'1 an après. Une suite sans vraiment en être une. Seule la voix off au début du film fait un lien entre les deux histoires. Sinon on prend les mêmes et on recommence. On change le cinéma par un immeuble high-tech, on remplace le film par un documentaire à la télé, on remplace Fiore Argento par sa petite sœur Asia, on voit plus loin en transformant un gamin et un chien en démon, on rajoute un enjeu dramatique avec la femme enceinte, mais ça reste moins bon, car répétitif, sans aucune surprise. Et je tiens à rajouter que c'est la seule suite officielle du film. Merci d'avoir rétabli la vérité. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce film d'horreur culte made in Italy. Il vaut ce qu'il vaut, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'en garde malgré tout un souvenir impérissable. Je l'ai vu vers l'âge de 8 ans et je me souviens que j'en ai taché mon slip. Oui, c'est vrai, je me souviens que t'avais passé la nuit devant la fenêtre à guetter l'arrivée des démons. D'ailleurs, t'as attendu pas mal de temps avant de te risquer à regarder la suite. Gros blaireau.
Tu veux qu'on parle de Vendredi 13 ? Ta gueule.